quand des dizaines de milliers de personnes ont construit les pyramides ici où se trouvait leur village. Dans un long couloir à l'intérieur de la pyramide de Khéops, la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout. Pendant des générations, nous avons attribué aux anciens Égyptiens la construction de ce colossal chef-d'œuvre. Mais que se passerait-il si cette histoire n'était que la moitié de la vérité? Que se passerait-il si ces monuments impressionnants existaient déjà et que les Égyptiens ne faisaient que les revendiquer? Aujourd'hui, nous plongeons dans des théories audacieuses, présentons des preuves nouvelles et étonnantes, et remettons en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'une des plus grandes merveilles du monde. Une nouvelle découverte à l'intérieur de la pyramide de Khéops. À mon avis, c'est la découverte la plus importante du XXIe siècle, l'entrée cachée et les profondeurs de la pyramide de Khéops. L'entrée cachée et les profondeurs de la pyramide de Khéops. Il y a plus de 4500 ans, Khéops régnait sur la 4e dynastie d'Égypte, et sa pyramide s'élève encore aujourd'hui au-dessus du plateau de Gizeh. Mais à l'époque, elle n'avait pas l'apparence des marches érodées que nous voyons aujourd'hui. Elle était entièrement recouverte de calcaire turac lisse et éclatant si parfaitement poli qu'il réfléchissait la lumière du soleil comme un immense miroir. Chaque joint, chaque entrée et chaque détail caché étaient dissimulés sous ce revêtement, donnant l'impression d'un bloc de pierre parfait, sans accès. Au fil du temps, cette couche extérieure a été érodée, laissant apparaître le noyau rugueux que nous voyons aujourd'hui. Cependant, le savoir qu'il s'agissait autrefois d'un monument scellé et sans couture est la clé pour comprendre son mystère. Pendant des siècles, l'entrée n'était pas visible. L'entrée réelle se trouve sur le côté nord, au-dessus du sol, à environ 17 mètres de hauteur et à environ 8 mètres à l'est du centre. Lorsque le revêtement lisse était encore en place, il s'intégrait si parfaitement qu'on pouvait se tenir juste devant sans le remarquer. Des écrits anciens affirmaient qu'il y avait un bloc caché qui pouvait être déplacé pour entrer à l'intérieur. Mais au Moyen Âge, ce secret était depuis longtemps perdu. On savait seulement qu'il était solidement fermé. Ce qui rendait l'obscurité à l'intérieur d'autant plus fascinante, c'est qu'au XIXe siècle, la Grande Pyramide avait encore ses pierres de revêtement. Mais il y avait déjà un calife arabe, le calife Al-Mamoun, qui avait réalisé que d'autres pyramides avaient leurs entrées du côté nord. Personne ne savait où se trouvait l'entrée de la Grande Pyramide. Il soupçonnait qu'elle était là. L'histoire la plus connue d'un effraction nous ramène à l'an 820 après G.Q.C., lorsque le calife abbasside Al-Mamoun cherchait des trésors et des secrets. Les rapports sur le premier vol de tombeaux datent de la période moderne lorsque le calife Mamoun et son entourage se sont frayés un chemin dans la grande pyramide avec des marteaux de proposition et n'ont rien trouvé. Ces hommes ont commencé à creuser environ 7 mètres au-dessus du pied de la roche dans le mur nord et se sont enfoncés directement dans le calcaire plus tendre. Selon la légende, ils ont entendu un bruit fort, le son d'un bouchon de pierre caché se déplaçant, et ont suivi ce bruit jusqu'à atteindre le tunnel d'origine. Les historiens débattent encore de la véracité de cette partie de la légende, mais le tunnel qu'ils ont creusé existe. Même aujourd'hui, les touristes traversent ce tunnel de voleurs avant d'atteindre les couloirs antiques. À partir de l'entrée réelle, le premier tronçon à l'intérieur est étonnamment étroit. Le couloir descendant descend à environ 26 ou 5 degrés. Le chemin mesure d'à peine 2 mètres de haut et environ 1 mètre de large, de sorte que la plupart des gens doivent se pencher et peuvent frotter leur sac à dos contre les murs. Ce chemin étroit traverse l'intérieur de la pyramide et continue dans la roche en dessous. Il forme un chemin droit dont les anciens Égyptiens croyaient qu'il menait au monde souterrain. Descendre par lui donne l'impression de glisser lentement dans le silence. Après plus de 90 mètres, la pierre taillée passe au calcaire naturel. Vers la fin, il s'aplanit en un court couloir qui débouche dans une pièce taillée directement dans la roche. La chambre souterraine également appelée fosse. Je crois que le cœur de cette structure est la chambre souterraine également appelée fosse. Je crois que le cœur de cette structure est la chambre souterraine qui se trouve à 30 mètres verticalement sous le socle de la grande pyramide. Elle est brute et inachevée avec des sols inégaux et des murs rugueux, comme si les travaux avaient été interrompus en cours de route. Cette chambre se trouve à environ 27 mètres sous le socle de la pyramide. Elle mesure environ 14 mètres, entre 14 mètres de long, 8 mètres de large dans la direction est-ouest et jusqu'à 4 mètres de haut dans la direction nord-sud. En face de l'entrée se trouve un couloir étroit qui s'étend sur environ 11 mètres vers le sud, effectue une légère courbure et se termine brusquement dans la roche. Personne ne sait pourquoi il s'arrête là. Certains supposent qu'il s'agit d'une chambre funéraire abandonnée, d'autres y voient un symbole du monde souterrain. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun corps de pharaon n'a jamais été trouvé ici, ni ailleurs dans la pyramide de Khéops.
Sur le côté est du sol se cache une autre énigme, un puits artificiel profond dans l'espoir de trouver le lac souterrain décrit par l'historien grec Hérodote. Ils ont finalement atteint la nappe phréatique mais n'ont trouvé ni lac caché ni chambre secrète. Au fil des ans, les eaux de pluie des tempêtes se sont déversées dans le couloir, descendant le remplissant de débris et de gravats. De retour dans le couloir, descendant juste avant d'atteindre la chambre, se trouve une autre caractéristique. Un puits vertical brut appelé puits de forage. Il n'est ni poli ni décoré de manière cérémonielle. Il ressemble à un raccourci pratique taillé dans une roche plus tendre pour relier les couloirs inférieurs au niveau supérieur. Cela pourrait avoir été un chemin d'approvisionnement, une sortie de secours ou même un tunnel d'évasion quel que soit son but. Il relie la zone souterraine profonde aux parties supérieures de la pyramide. En considérant l'ensemble du système inférieur, une chose devient claire, il devait être caché et difficile d'accès. L'entrée était haut placée, décentrée et cachée sous un revêtement blanc lisse. Le premier passage obligeait chacun à se pencher profondément dans la roche, seulement pour finalement se retrouver dans une chambre rugueuse et résonnante, avec un tunnel qui se terminait dans une impasse et une fosse profonde. Même le puits de forage semble avoir été construit dans la précipitation. Il semble que les bâtisseurs déconnants ont voulu donner à cet endroit une atmosphère primitive, ancienne et proche de la nature, tout en le rendant presque invisible de l'extérieur. Il n'y a aucune inscription expliquant pourquoi il a été construit ainsi. Justement, ce manque de réponse contribue à la fascination de ce sous-système caché. Et ce n'est que le début. Ensuite, nous quitterons les profondeurs sombres et silencieuses pour monter vers les couloirs verrouillés et les prouesses techniques qui constituent le véritable cœur de la pyramide de Khéops. En montant vers le cœur de la grande pyramide à mi-chemin du couloir étroit et descendant à l'intérieur de la grande pyramide, quelque chose change. Le chemin plat qui descendait régulièrement a soudainement fait un tournant inattendu vers le haut. Ce n'était pas un accident, il avait été intentionnellement caché. Lorsque la pyramide a été construite, l'extrémité inférieure de ce couloir montant a été scellée avec des blocs de granit massifs. Les premiers chercheurs ont trouvé environ 4-5 mètres encore complètement remplis de ces lourds blocs de granit rouge. L'inclinaison de ce couloir caché correspondait presque exactement à celle du couloir descendant environ 26 à 5 degrés, ce qui suggère qu'il faisait partie d'une planification précise et non d'un changement de direction aléatoire. Une fois le tronçon avec les blocs de granit passé, on accède à l'une des vues les plus spectaculaires de toutes les pyramides et la Grande Galerie. Imaginez une rampe de pierre escarpée d'environ la moitié de la longueur d'un terrain de football, mesurant 47 mètres de long et presque 9 mètres de haut. Au milieu se trouve une étroite rampe d'environ 1 mètre de large. De chaque côté, des corniches en pierre continuent semblables à de longues banquettes, chacune dotée de dizaines de fentes rectangulaires. Les murs ne montent pas verticalement. Ils se rétrécissent en 7 couches superposées vers l'intérieur, formant ainsi une haute forme effilée. Le plafond au-dessus est un autre exemple de construction astucieuse. Les dalles de toit sont légèrement plus inclinées que le sol et fixées par des encoches de sorte que leur poids exerce une pression sur les murs latéraux et non directement vers le bas. Cette astuce intelligente empêche le plafond de se fissurer sous son propre poids. Ces saillies et fentes n'étaient pas décoratives. À la fin du XIXe siècle, le célèbre arpenteur Flinders Petrie les a soigneusement mesurées. Il a remarqué un motif répétitif de longues et courtes distances ainsi que de petites entailles en forme de cliquet dans les joints du plafond. Personne ne sait exactement ce qu'elles contenaient autrefois, mais leur précision laisse penser qu'elles servaient à soulever ou sécuriser des blocs lourds de manière contrôlée. La Grande Galerie semble avoir été un espace de travail conçu pour des travaux de construction, exigeant à l'intérieur de la pyramide. À environ mi-hauteur de cette grande salle, un couloir étroit et horizontal se dégage vers le centre de la pyramide. En suivant ce chemin, on accède à la chambre des reines. Cette pièce est revêtue de calcaire blanc lisse et paraît nettement plus petite que la galerie. Elle mesure environ 5-7 mètres de long, 5-2 mètres de large et à son point le plus élevé près de 6 mètres de haut. Le plafond est constitué de 2 dalles inclinées l'une vers l'autre qui se rejoignent au centre, formant ainsi une forme triangulaire. Sur le mur se trouve une niche haute et en gradin qui ressemble à un cadre vide. Mais il n'y a ni sculpture ni inscription pour expliquer son but. Plus tard, des sondes modernes ont exploré de minuscules puits partant de cette chambre. En revenant à la grande galerie et en montant tout en haut, on atteint une plateforme en pierre surélevée, souvent appelée Grande Marche. D'ici, le sol devient plus plat. Les murs changent de calcaire clair à granit rose et on entre dans la pièce la plus ornée de la pyramide, la chambre du roi. Oui, la chambre du roi.
Cette pièce rectangulaire en granit mesure environ 10-5 mètres de long, 2 mètres de large et près de 5-8 mètres de haut. Chaque surface, le sol, les murs, les énormes poutres de plafond est faite de granit rose provenant de carrières, loin au sud, au-delà de l'Assouan actuel. L'artisanat est impeccable, 5 couches de blocs de granit massif ornent chaque mur, les joints si serrés qu'ils sont à peine visibles. La pièce est dépouillée, seule une géométrie parfaite et un sentiment de précision consciente la caractérise. Sur le mur ouest se trouve un grand sarcophage en granit. Sa taille nous révèle quelque chose d'important. Il est plus large que les endroits les plus étroits des couloirs qui y mènent. Cela signifie qu'il ne pouvait pas avoir été introduit dans la pyramide ultérieurement. Des mesures précises au XIXe siècle montrent qu'il devait avoir été placé dans la chambre avant que le plafond ne soit posé, lorsque la partie supérieure de la pyramide était encore ouverte. C'est ainsi que les bâtisseurs ont pu fermer la chambre et sceller les racines derrière elle. Au-dessus de la chambre du roi se trouve une autre caractéristique remarquable, 5 chambres de décharge basses, empilées les unes sur les autres, et connues aujourd'hui sous le nom de chambre de Davidson, chambre de Wellington, chambre de Nelson, chambre de Lady Arbuthnot et chambre de Campbell. Ces soi-disant chambres de décharge étaient la solution des anciens bâtisseurs à un énorme problème. Comment empêcher le poids colossal des pierres au-dessus d'écraser la chambre en dessous ? Ils ont utilisé de grandes poutres en calcaire disposées en forme de pignon, probablement pour détourner le poids de la pyramide des chambres supérieures et de la chambre du roi. Grâce aux vides horizontaux entre les couches de pierre, le poids se répartit sur les murs au lieu de s'exercer directement sur le plafond. La chambre supérieure possède même un toit en pointe qui dirige encore plus la pression sur les côtés. Les poutres en granit qui forment le plafond de la salle du roi sont énormes. Dans l'architecture royale égyptienne, de telles poutres pouvaient peser plusieurs tonnes. Sans le système de vide superposé au-dessus, elles finiraient par se briser sous le poids. Ces espaces n'étaient jamais destinés au public. Ils étaient purement fonctionnels, un chef-d'œuvre de l'ingénierie. Si l'on retrace mentalement le chemin, la répartition des espaces a tout son sens. D'abord, on accède au couloir montant caché derrière des blocs de granit et suivant le même angle que le couloir descendant. Il mène à la grande galerie une longue salle escarpée avec des paliers et des niches qui servaient peut-être à transporter et placer des blocs lourds. De là, un couloir latéral mène à la chambre des reines, un espace soigneusement conçu avec un sarcophage qui a été placé là avant la fermeture du plafond. Au-dessus, 5 chambres de décharge empilées protègent le plafond de l'effondrement. Et cela soulève la question la plus importante de toutes. Si tant de planification et de compétences sont évidentes dans les zones visibles, que peut-il encore y avoir dans les parties cachées ? Pour le découvrir, nous devons examiner comment la technologie de scan moderne pénètre désormais les couches de pierre de la pyramide sans déplacer un seul bloc. Avec la technologie moderne, la découverte de chambres cachées a radicalement changé. Pendant près de 200 ans, tous ceux qui exploraient l'intérieur de la pyramide de Khéops devaient se fier à des marteaux, des burins et à une escalade laborieuse. C'était lent, dangereux et endommageait parfois la structure. Mais au cours de la dernière décennie, cela a fondamentalement changé. Aujourd'hui, les chercheurs disposent d'instruments capables de pénétrer la roche sans la toucher, comme des radiographies d'une pyramide entière. Ils utilisent des détecteurs de particules qui comptent de minuscules particules subatomiques appelées muons, qui tombent chaque seconde de l'espace. Avec un radar de sol, ils détectent des variations de densité des roches. Avec des ultrasons, ils cartographient l'assemblage des énormes blocs et avec des caméras aussi fines qu'un crayon, ils peuvent les insérer dans des fissures sans déplacer un seul bloc. Ces méthodes ne remplacent pas l'archéologie, elles l'élargissent. Et elles ont déjà découvert des lieux cachés dont personne n'avait connaissance. L'une des plus grandes percées a été réalisée grâce à la radiographie par muons. Les muons se forment haut dans l'atmosphère terrestre lorsque les rayons cosmiques de l'espace frappent des molécules d'air. Ces muons tombent sans relâche et pénètrent tout la roche, le métal, même les humains. La roche dense absorbe une partie des muons tandis que les cavités en laissent passer davantage. En mesurant combien de muons peuvent pénétrer sous différents angles, les chercheurs localisent des cavités cachées à l'intérieur de la pyramide. À la fin de 2017, une équipe internationale a publié une étude révolutionnaire dans la revue Nature. Ils ont découvert au-dessus de la grande galerie une immense cavité inconnue d'environ 30 mètres de long. Elle est désormais appelée la Grande Cavité. C'était la première découverte significative d'une structure interne dans la pyramide de Khéops depuis le IXe siècle, et ce n'était pas un hasard.
3 types différents de détecteurs de muons placés à 3 endroits séparés ont enregistré le phénomène. Le but de la grande cavité reste un mystère, mais les preuves scientifiques sont solides. La même technique avait révélé plus tard une autre chambre cachée, cette fois beaucoup plus près de la surface de la pyramide. En mars 2023, l'équipe Scan Pyramids a annoncé qu'elle avait découvert derrière les blocs en forme de V, au-dessus de l'entrée nord originale, une cavité en forme de couloir. Cette cavité mesure environ 9 mètres de long et a une section transversale d'environ 2 mètres. Elle se trouve directement derrière la façade nord, juste au-dessus de la zone d'entrée. Cette découverte ne reposait pas uniquement sur les muons. L'équipe a vérifié la forme à l'aide d'un radar de sol et d'ultrasons. Ensuite, ils ont inséré une caméra par un interstice entre les pierres à l'aide d'un endoscope qui ne mesurait qu'environ 5 mm de large. Les images ont révélé un couloir parfaitement droit, tapissé de blocs de calcaire lisse et surmonté d'un plafond dans le même style en chevron visible également de l'extérieur. La plupart des experts soupçonnent qu'il servait à répartir le poids au-dessus de l'entrée, mais l'équipe avertit que cela n'est qu'une possibilité, jusqu'à ce que d'autres parties de la zone soient examinées. Ce qui est frappant, c'est comment la méthode d'exploration a changé. Personne ne brise plus de murs ou n'arrache des pierres. Au lieu de cela, la recherche commence par un scan. Ce n'est que si les résultats sont prometteurs que les chercheurs feront une petite ouverture pour une caméra. Cela signifie qu'ils peuvent cartographier des zones cachées, et même y jeter un œil sans endommager la structure. Tous les secrets de la pyramide ne peuvent pas être résolus par la physique des particules. Certains des indices les plus fascinants proviennent de 2 étroites fosses dans la chambre des reines. Elles sont souvent appelées et conduits de ventilation mais ne mènent pas à l'extérieur. Au lieu de cela, elles montent et se terminent par de petites obstructions mystérieuses. Leur histoire a commencé en 1872 lorsque l'ingénieur britannique Wyman Dixon a examiné les murs de la chambre des reines et a découvert les ouvertures des 2 fosses. À l'intérieur, il a trouvé 3 objets qui sont devenus connus sous le nom de reliques de Dixon, un crochet en cuivre, une boule en dolérite et un fragment de bois de cèdre. Ce morceau de bois de cèdre a ensuite disparu des archives pendant des décennies, jusqu'à ce que des employés de l'université d'Aberdeen réalisent en 2020 qu'il se trouvait dans leur collection depuis les années 1940. Plus d'un siècle après la découverte de Dixon des robots, on poursuivi l'exploration. En 1993, l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink a envoyé un petit robot à chenil nommé UPUAT-2 dans le puits sud. Le puits mesure seulement environ 20 sur 20 cm, mais le robot a parcouru environ 63 mètres avant que sa caméra ne se retrouve bloquée par un obstacle inattendu. Un bloc de calcaire lisse avec 2 petites poignées en cuivre s'adaptait parfaitement au puits. Cela ressemblait plus à une porte scellée qu'à une obstruction temporaire. En 2002, un autre robot Pyramid Rover a foré un petit trou à travers ce bloc et a regardé en direct à la télévision. Juste derrière, à quelques centimètres, se trouvait un autre bloc de calcaire formant une seconde barrière scellée. Lorsque l'équipe a examiné le puits nord, elle a trouvé un bloc de blocage similaire situé à peu près à la même distance de la chambre que dans le puits sud. Le design concordant suggérait fortement une signification symbolique consciente. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une équipe nommée JD a développé une sonde flexible en forme de serpent capable de se plier et de tourner dans le puits sans endommager la pierre. Ils l'ont renvoyée dans le puits sud à travers la petite ouverture de la première porte et dans la pièce derrière. Là, elle a pris des images haute résolution montrant de fines marques rouges sur le sol, peut-être d'anciennes marques de mesure ou d'alignement. Les ingénieurs de l'université de Leeds qui ont construit la sonde ont expliqué les difficultés de ce projet. Le puits mesure moins de 20 cm de large et monte sur environ 60 mètres. Chaque pièce du robot devait être légère, précise et capable de gérer des courbes serrées. Bien que ces nouvelles images n'aient pas résolu l'énigme, elles ont remplacé des années de spéculation par des preuves tangibles. En reliant toutes ces découvertes, un schéma émerge. Les scans par muon révèlent de grandes cavités cachées comme la grande cavité ou le couloir de la façade nord. Le radar et les ultrasons confirment les formes. Ensuite, une petite caméra permet le premier aperçu de l'intérieur. La grande cavité au-dessus de la grande galerie a été révélée exactement selon cette méthode. Les scans de particules l'ont mise au jour, plusieurs détecteurs l'ont confirmé, et cela a été évalué dans une revue scientifique réputée. Il est tentant de supposer que le mot « cavité » désigne une chambre au trésor. Mais les preuves ne justifient pas cette conclusion. La grande cavité pourrait être un espace créé pour réduire le poids au-dessus de la grande galerie, un couloir scellé ou quelque chose de complètement nouveau.
Le couloir du côté nord pourrait faire partie du système de décharge de poids de la pyramide ou être lié à la construction de l'entrée. Les fosses de la chambre des reines ont clairement été conçues intentionnellement, mais la raison de leur fermeture reste inconnue. De tout cela, 2 leçons importantes peuvent être tirées. Premièrement, la Grande Pyramide recèle encore plus de secrets que les zones accessibles. Deuxièmement, la physique moderne et la robotique peuvent déchiffrer ces secrets sans causer de dommages. C'est pourquoi chaque nouvelle image et chaque nouvelle mesure doivent être comparées à tout ce que nous savons déjà sur le fonctionnement des anciens bâtisseurs, leur ingénierie, leur conception symbolique et leur méthode de construction. Dans la prochaine partie de notre histoire, nous quitterons la pyramide elle-même et explorerons le monde qui l'a maintenue en vie, la vie autour de la pyramide. En quittant la pyramide de Khéops, on réalise rapidement que Gizeh est bien plus qu'un simple tas de blocs de pierre. Un peu plus au sud, en 1904 et 1950, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des travailleurs défrichant la zone sont tombés sur 2 fosses allongées en forme de bateau. Lorsqu'ils ont ouvert la première, ils ont trouvé plus de 1000 morceaux de bois anciens soigneusement empilés comme les pièces d'un immense jeu de construction qui avait attendu là pendant plus de 400 ans. L'archéologue égyptien Kamal al-Malak a immédiatement reconnu qu'ils avaient découvert un trésor royal, un navire en bois complet datant de l'époque de Khéops. Le restaurateur en chef de l'Égypte, Ahmed Youssef Mustafa, a ensuite passé des années à le reconstruire patiemment planche par planche. Le navire terminé était époustouflant, mesurant environ 43 mètres de long de la proue à la poupe et presque 6 mètres de large. Il était principalement fabriqué en bois de cèdre du Liban, importé assemblé sans un seul clou en métal. Ce n'était pas un modèle, mais un véritable navire en état de navigabilité, l'un des plus beaux navires en bois préservés de l'Antiquité. Pendant des décennies, le navire restauré a été exposé dans un petit musée à côté de la pyramide. Pour le protéger de l'humidité et de la dégradation, il a été soigneusement transféré en 2021 dans le nouveau Grand Musée égyptien, où il est maintenant conservé dans une salle climatisée. À côté de cette première fosse se trouvait une seconde fosse de bateau encore scellée. Pendant des années, les experts l'ont laissée intacte, sachant que les bois fragiles nécessiteraient des réparations immédiates et coûteuses après ouverture. Cette opportunité s'est présentée grâce à un partenariat avec le Japon. En 2013, l'agence japonaise de coopération internationale JICA a alloué 2 millions de dollars pour achever la restauration et exposer le bateau à côté du premier navire dans le Grand Musée égyptien. Ce fut un travail lent et minutieux. Chaque pièce a été examinée, documentée, soulevée et stabilisée car toute précipitation aurait pu le détruire. Pourquoi ces navires ont-ils été enterrés ici ? L'ancienne croyance égyptienne parle du dieu soleil qui naviguait dans le ciel pendant la journée et dans l'au-delà pendant la nuit. De nombreux érudits soupçonnent qu'il s'agissait des navires solaires de Khéops censés le transporter dans son voyage dans l'au-delà. D'autres pensent qu'ils ont été utilisés pour son cortège funéraire sur le Nil. La finition parfaite du premier navire, les liaisons en corde et l'absence de mât suscitent encore des spéculations. Cependant, quelle que soit leur fonction, leur emplacement à côté de la pyramide lie directement l'inhumation de Khéops à l'idée de voyage à travers l'eau, à travers le temps et dans l'éternité. En se dirigeant vers l'est de la pyramide, on découvre une autre histoire, celle des personnes qui ont rendu tout cela possible. Au début des années 1990, des archéologues ont découvert des tombes d'hommes et de femmes qui avaient travaillé sur les monuments de Gizeh. Ce n'étaient pas des fosses communes de esclaves maltraités. Il s'agissait de sépultures simples mais respectueuses, souvent accompagnées de cruches de pain et de bière placées à côté des défunts pour l'au-delà. Cette découverte a réfuté l'ancienne image hollywoodienne des esclaves construisant les pyramides. Au contraire, elle a confirmé l'hypothèse de nombreux égyptologues. Les pyramides ont été érigées par des équipes organisées d'ouvriers égyptiens rémunérés et nourris, fiers de leur travail. Les fouilles ont même révélé un système de rotation. Les équipes travaillaient par période d'environ 3 mois puis retournaient chez elles. Au sud-est du Sphinx se trouvent les vestiges de leur village. Cette ville Haïd el-Gourab, appelée la muraille de la Corneille, est nommée d'après une massive porte en pierre qui est encore debout aujourd'hui. À partir de la fin des années 1980, des archéologues, en collaboration avec des partenaires de recherche sur l'Égypte ancienne, ont commencé à déterrer un village de travailleurs planifié sur une superficie de plus de 17 hectares. Il comprenait de longs couloirs de type caserne de grandes boulangeries et des bâtiments administratifs. Des tas d'os d'animaux, de moules à pain et de cruches de bière brisées prouvent qu'il ne s'agissait pas d'un camp temporaire. C'était une base étatique entièrement organisée, mise en place pour faire avancer la construction des pyramides. L'alimentation y était impressionnante.
Des analyses des eaux montrent que les ouvriers mangeaient principalement du bétail, des moutons et des chèvres. En se basant sur le nombre d'oses et les besoins caloriques liés à un travail physique intense, les chercheurs estiment que les équipes consommaient chaque jour environ 4000 livres de viande. Cela équivaut à environ 2 tonnes par jour. Seule une administration centralisée et bien financée pouvait garantir cette provision alimentaire. Des archives écrites et des zones de cuisine fouillées confirment le reste du régime alimentaire. Il y avait de grandes quantités de pain et beaucoup de bière distribuées en rations définies. C'était la nourriture des ouvriers qualifiés, pas celle de prisonniers affamés. Même les sépultures le confirment. Certains squelettes présentent des fractures osseuses bien guéries, ce qui signifie que les ouvriers blessés ont reçu des soins et ont pu se rétablir. D'autres montrent des traces d'opération. Ces personnes n'étaient pas des objets jetables, mais des ouvriers estimés et formés qui recevaient du soutien si nécessaire. Gizeh n'était pas seulement un chantier, mais aussi un lieu royal. En 1905, une expédition Harvard-Boston dirigée par George Riesner a découvert au nord-est de la pyramide de Khéops un profond puits aujourd'hui appelé G7 Millilix. Tout en bas, à environ 27 mètres de profondeur, se trouvaient les offrandes funéraires de la reine Eda Pérez, la mère de Khéops. Sa chambre était pleine de trésors, un lit à baldaquin, un trône, une chaise dépôt de cosmétiques et des récipients précieux. Cependant, son corps manquait et même son sarcophage en albâtre était vide. Les chercheurs débattent encore de ce qui s'est passé. Une théorie suggère qu'elle a été initialement enterrée à Daxour, ses trésors ayant été apportés à Gizeh après que sa tombe ait été pillée. Quoi qu'il en soit, cette découverte nous a offert un rare aperçu intime du luxe de la cour de la 4e dynastie égyptienne. À l'est de la pyramide de Khéops se trouvait son temple funéraire relié par une chaussée en pierre surélevée à un temple de vallée près du Nil. Le temple de vallée est aujourd'hui enfoui sous le village moderne, mais des parties du temple funéraire ont été conservées. Les archéologues ont découvert des fragments d'une grande cour bordée de colonnes en granit rouge et de murs en calcaire. Ceux-ci étaient ornés de scènes du festival Essed de la 30e année de règne de Khéops, un jubilé qui renouvelait le règne d'un pharaon. Le temple ne servait pas de dépôt, mais était un lieu sacré pour des rituels quotidiens. Les prêtres apportaient ici des plateaux avec du pain et de la bière, non pas pour eux-mêmes, mais pour renforcer l'esprit du roi, et ainsi le préserver pour l'éternité. Au sud des principales pyramides se dresse un monument qui a fasciné les visiteurs pendant des siècles. Il s'agit d'un bloc de roche en gradin recouvert de calcaire fin qui a ensuite été agrandi pour devenir une petite pyramide. Les premiers voyageurs le prenaient pour une 4e pyramide de Gizeh. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de tombeau de la reine Khentkaos Benmi, probablement la fille de Menkaure, et soit la mère, soit l'épouse de rois ultérieurs. Son tombeau a été construit en 2 phases et combine des éléments d'une mastaba et d'une pyramide. Il trône sur une île taillée dans la roche dont la surface est faite de calcaire turaque éclatant et abrite une petite colonie ainsi qu'un centre cultuel pour préserver sa mémoire. Dans sa silhouette, il ressemble effectivement à une pyramide, ce qui explique son ancien surnom. Lorsque l'on considère toutes ces découvertes ensemble, Gizeh se transforme complètement dans l'imaginaire. Ce ne sont pas seulement 3 énormes pyramides et la Sphinx, mais un véritable système vivant. C'était un lieu de mouvement et de vie. Le trafic maritime apportait du bois de cèdre, des aliments et des pierres. Les constructeurs de navires fabriquaient d'énormes bateaux sans clous. Les cuisiniers et les brasseurs alimentaient l'équipage. Les maçons coupaient, transportaient et assemblaient les blocs avec précision. Les prêtres accomplissaient des rituels dans des cours en granit et en calcaire. Les familles enterraient leurs proches avec du pain et de la bière. L'ampleur était gigantesque, mais tout était uni par une seule idée. Même dans la mort, un roi doit continuer à voyager, à gouverner et à avancer. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.